dernier étage de cet immeuble, la carrière de Johnny Depp s'apprête à basculer. Nous sommes le 21 mai 2016, il est 19h15. L'actrice Amber Heard, qui partage sa vie depuis quelques mois, l'attend alors dans cet appartement situé en plein cœur de Los Angeles. 6 jours plus tard, c'est la stupéfaction. Amber, did Johnny give you that bruise on your face? Did Johnny beat you up? Did Johnny brutalize you? Are you okay, Amber? You look upset. Amber Heard se présente face à des dizaines de caméras, le visage tuméfié. Elle vient tout juste de déposer plainte contre Johnny Depp. Les avocats d'Amber Heard ont signalé à la police de Los Angeles un cas de violence conjugale. Amber Heard affirme que Johnny Depp l'a violemment attaqué. Un accord a été trouvé pour sceller le divorce entre Johnny Depp et Amber Heard. Nous sommes un an avant l'affaire Weinstein. La réputation de Johnny Depp, son image, son empire sont en jeu avec ces accusations de violence conjugale. Ses violences, son tempérament violent, son harcèlement envers Amber Heard, il tombe dans un mauvais contexte. 2016, c'est vraiment l'année où tout s'écroule pour Johnny Depp. Fin 2016, tout bascule à nouveau pour l'acteur. Alors que sa fortune est estimée à plus de 600 millions de dollars, avec des propriétés plus luxueuses les unes que les autres, Johnny Depp engage des poursuites contre ceux qui gèrent son empire. Depp est engagé dans une bataille judiciaire contre ses anciens gestionnaires de fortune. Il leur réclame aujourd'hui 25 millions de dollars. La star serait en fait au bord de la banqueroute. Il fait désormais la une des tabloïds pour quelque chose qui n'a rien à voir avec sa carrière d'acteur. Il s'est laissé aller à des énormes dépenses. Un train de vie luxueux, une spirale infernale qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Johnny Depp, l'enfant terrible d'Hollywood, semble perdre pied en 2016. Et les photos récentes de la star, considérablement amaigrie, inquiètent les fans. Is it safe? Oh, it's safe. Raconter sa faillite financière et personnelle, c'est l'occasion de nous plonger dans son univers, son enfance, mais aussi sa romance, avec celle qui a partagé sa vie pendant près de 14 ans, la petite fiancée des Français, Vanessa Paradis. Au début, évidemment, c'est surprenant de voir un Américain tellement emblématique tomber amoureux de cette gamine. Elle a 10 ans de moins que lui. Et puis, dès qu'on les voit ensemble, on se dit, mais évidemment, ils devaient se rencontrer. L'alchimie est visible. La première fois que je l'ai vue, j'ai ce souvenir de ses yeux. On n'a pas pu détacher nos regards l'un de l'autre. Elle est vraiment étonnante. C'est une fille exceptionnelle. C'est beau. Ouais, et puis moi je pensais exactement dans le même ordre, dans des autres, c'est exactement la même chose. Au fil des interviews que tous les deux donnaient, on voyait toujours l'image d'un père modèle, très impliqué dans l'éducation de ses enfants, parfait avec Vanessa Paradis. Mais vous êtes heureuse comme ça, de cette vie entre les deux? Oui. Il cultivait cette image de couple idéal, très uni, très en communion dans l'art. Mais c'est-à-dire, si l'interview c'est pour savoir s'il est parfait, moi je vous le confirme tout de suite et il est parfait. Ah oui, d'accord. En vrai, vous êtes folle de lui. Mais non, mais si, mais on va dire il a un petit peu un tempérament de feu. Ouais. Et que c'est pas toujours très facile, mais moi ça me plaît bien quand même. Explorer la vie personnelle et familiale de Johnny Depp nous permettra aussi de nous plonger dans sa carrière à Hollywood. Une carrière qui a fait de lui l'un des monstres sacrés du cinéma américain. Alors, pour raconter son histoire, notre journaliste est parti sur ses traces à Los Angeles pour découvrir son univers musical, ses débuts à la télévision, nous avons rencontré ceux qui ont travaillé avec lui. Si vous êtes chanceux, c'est un acteur qui passe votre porte une fois dans votre vie. Chez Disney, il n'arrêtait pas de répéter « Oh mon Dieu, on a un pirate gay totalement ivre, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Il devenait fou. Il était vraiment superstar, il avait une image un peu comme ça, de bad boy. Son doubleur officiel en France. Tu sais, ma jolie, ce qui compte, c'est pas d'où ils viennent, mais où ils vont. Moi, je vais où je veux.
son biographe qui s'est fait tatouer un soir avec lui. Il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose pour marquer le coup, mec. On va faire quelque chose de tout petit, quasi invisible. Personne ne le verra, personne ne saura ce que c'est, sauf toi. Et nous avons enfin reconstitué certains des moments charnières de sa vie. Avec Johnny Depp lui-même, enfin, son sosie. 32 ans de carrière, 84 films, plus de 5 milliards de dollars rapportés au box-office. Les chiffres donnent le tournis. Son histoire s'est enfin révélée les dessous d'Hollywood, le côté obscur de cette formidable machine à rêver, qui est devenue depuis le cauchemar de Johnny Depp. I'm not an actor. I lie for a living. Los Angeles, 27 mai 2016. Un jour comme les autres dans la Cité des Anges. Pourtant, une agitation particulière semble s'être emparée du tribunal de la ville. Ils sont déjà plusieurs dizaines de journalistes à attendre avec une certaine impatience la sortie du tribunal de la femme de Johnny Depp, l'actrice Amber Heard. Elle est venue déposer ce matin-là une plainte contre celui dont elle partage la vie depuis près de 15 mois. Une plainte pour violence conjugale. Dax Holt est un ancien journaliste du site People TMZ. Il suit à l'époque avec une attention toute particulière cette affaire qui pourrait devenir, selon lui, le divorce de l'année. Le 27 mai arrive et tout le monde sait qu'Amber Heard va se présenter au tribunal avec son avocate pour faire face au juge et demander une ordonnance d'éloignement. Et je me souviens, à l'extérieur, c'était le chaos. Il y avait des centaines de photographes, des équipes de télévision partout. Tout le monde espérait qu'elle sorte par la porte principale parce que, dans ce tribunal, elle aurait pu facilement prendre la sortie à l'arrière et personne ne l'aurait vue. Mais elle n'a pas fait ça. Elle est sortie par l'avant, elle s'est montrée à la presse et s'est frayé un chemin dans la foule. Johnny give you that bruise on your face? Did Johnny beat you up? C'est ce visage qui a marqué tout le monde. Elle ne portait pas de lunettes. Je pense que c'était une stratégie de sa part. Ni lunettes de soleil, ni maquillage. Elle n'était pas du tout apprêtée. Et la chose sur laquelle on s'est tous arrêtés, c'est son énorme marque sur la joue droite. Les caméras filment Amber Heard sous tous les angles. Cette image du visage tuméfié de l'actrice, pour les paparazzis, c'est le jackpot. Maëlle Brun est journaliste pour un célèbre magazine People français. Elle est étonnée par la tournure que prennent les événements ce jour-là. Ce qui est très choquant, c'est qu'elle a des marques de coups sur le visage. Au niveau de l'œil, elle a un œil au beurre noir. Elle est dans une robe noire très, très sobre. Et puis elle a l'air évidemment très affectée. The judge reviewed the evidence that we presented. Go ahead. And what happened? And he issued a restraining order based on the evidence that he received, and there will be a further hearing in June. Amber, how are your spirits? Thank you. Thank you. Comme Johnny n'était pas au tribunal, Laura Wasser, son avocate, parlait en son nom. Et elle a affirmé que tout cela n'était qu'un énorme mensonge. Elle disait que la seule raison pour laquelle Amber se disait victime de violences domestiques, c'était pour gagner de l'argent. Elle voulait toucher le jackpot avec ce divorce. Le visage tuméfié d'Amber Heard s'apprête à faire la une des médias du monde entier. C'est la réputation de Johnny Depp qui est en jeu. Après seulement 15 mois de mariage, Amber Heard demande le divorce à Johnny Depp. Amber Heard a demandé une ordonnance d'éloignement, affirmant qu'il l'avait attaquée le week-end dernier. Amber Heard affirme que Johnny Depp l'a violemment attaquée. L'emballement est immédiat parce que si on connaissait Johnny Depp comme quelqu'un d'assez parfois violent, on se souvient des chambres d'hôtel qu'il dévastait avec Kate Moss des années auparavant. Johnny, do you know what happened? You said what happened? Yeah, I met some nice people here. They say you trashed the hotel. Excuse me. 14 septembre 1994, c'est un Johnny Depp menottes au poignet qui est emmené de force par la police de New York.
Il est alors accusé d'avoir dévasté sa chambre d'hôtel au cours d'une dispute avec sa compagne de l'époque, Kate Moss. L'affaire fait grand bruit, l'acteur sera condamné à verser près de 10 000 $, un événement qui déjà à l'époque construit son image de mauvais garçon. Il a cette image très rock'n'roll, il est assez toujours borderline, mais en revanche, on ne l'avait jamais connu portant des coups à une femme. Mais en tout cas, s'il y avait eu des violences, elles n'étaient jamais sorties dans la presse. Quelques heures avant que l'affaire de violence conjugale n'éclate à Los Angeles, Johnny Depp, lui, est à Lisbonne. L'acteur n'est pas dans la capitale portugaise pour parler cinéma, mais pour donner un concert avec son groupe de rock, les Hollywood Vampires. Avant de monter sur scène, Johnny et ses amis font une apparition surprise dans une association de la ville. Listen, he's a doctor. I'm not. L'ambiance est bon enfant. Le rock, la musique, c'est son univers. Jeune, Johnny Depp ne rêvait que d'une chose, devenir une rockstar. Make somebody smile in some way, then make help somebody. It's everything, you know. Thank you very much. Nous sommes en plein cœur de l'Amérique rurale, dans l'État du Kentucky, dans le centre des États-Unis. Au début des années 60, tout le monde ici se passionne pour les courses de chevaux. Mais aussi et surtout pour un vieil homme qui s'apprête à vendre du poulet frit à toute la planète. Et c'est là que Johnny Depp voit le jour. Nous sommes alors en 1963. Sa mère, Betty Sue, est déjà divorcée. Elle a eu 2 enfants de son premier mariage, Daniel et Debbie. Elle se remarie rapidement à un certain John Christopher Sr. Ensemble, ils auront 2 nouveaux enfants, Christy et le petit dernier, John Christopher Jr., alias Johnny Depp. Christopher Heard est le biographe de Johnny Depp. Il l'a rencontré à de nombreuses occasions ces 30 dernières années. Ils ont beaucoup déménagé, il a changé plusieurs fois d'école, c'était toujours le petit nouveau, l'enfant un peu maladroit. Quand ils sont arrivés à Miramar, en Floride, ce sentiment s'est décuplé. Il était comme un poisson qu'on avait sorti de l'eau. C'était un enfant du Sud en Floride, où tout le monde était cool. Il a été éduqué sévèrement par sa mère qui était le parent dominant dans son enfance. Il avait une relation compliquée avec elle. Il lui était très reconnaissant parce qu'elle l'encourageait à vivre ses rêves. Elle travaillait dur en tant que serveuse et tout l'argent qu'elle gagnait, même les pourboires, elle l'a dépensé pour lui acheter une guitare. À l'âge de 12 ans, sa mère lui offre une guitare parce qu'il tombe dans les Rolling Stones. Il est fasciné par ce groupe et son véritable premier grand héros musical, c'est pas Mick Jagger, c'est Keith Richards. Johnny Depp a 16 ans quand il répond à une petite annonce d'un groupe local, The Kids, qui cherche un nouveau guitariste. Il rencontre Bruce Witkin, Joey Malone et Bill Beano. Tous les 4 décident de partir à Los Angeles pour y tenter leur chance. Mais les premiers mois dans la Cité des Anges s'avèrent difficiles pour Johnny et son groupe. La concurrence est trop dure et les Kids galèrent à s'imposer sur la scène musicale de Los Angeles. Que pouvez-vous me raconter sur la première année de Johnny Depp à Los Angeles? C'était le tout début des années 80. Il était toujours dans son groupe, toujours à rêver d'une vie de rockstar. Et comme beaucoup de gens qui viennent ici avec ce genre de rêve, il s'est vite confronté à la réalité. Il vivait ici avec sa première femme, dans ce genre d'appartement? Oui, exactement. C'était ce genre d'appartement, ces maisons qui sont divisées en plusieurs appartements que les gens en partagent pour payer moins cher. Il enchaînait les petits boulots, il vendait des stylos par téléphone.
Il volait des sandwichs dans cette épicerie qui est là juste derrière nous, parce qu'il crevait de faim. Sur la colline, il y a ces manoirs à 18 millions de dollars. Et en bas, il y a ces maisons. On peut voir l'un et l'autre, respectivement. C'est intéressant de voir cet affrontement entre les rêves qui se sont réalisés et ceux qui ont échoué. 1983, Johnny Depp vient tout juste de se marier avec Laurieann Allison, une jeune maquilleuse qui travaille à Hollywood. Le couple a du mal à joindre les deux bouts, mais tout change quand Laurieann présente à Johnny un acteur qui commence à faire parler de lui. Il s'agit de Nicolas Cage. Nicolas Cage a dit « Mec, la musique, ça marche pas pour toi. » Mais j'ai entendu qu'il faisait passer des castings pour un film à petit budget dirigé par Wes Craven. À l'époque, on disait que ce genre de film d'horreur coûtait pas beaucoup d'argent, mais rapportait beaucoup. Johnny Depp n'avait rien à perdre, mais pas un seul instant, il ne pensait être pris pour ce genre de film. Le film cartonne au box-office et Johnny Depp gagne enfin suffisamment d'argent pour sortir la tête de l'eau. Il rêvait de devenir une star du rock et pourtant c'est Hollywood qui lui fait de l'œil. Il enchaîne alors quelques rôles confidentiels au cinéma. Il disait « Waouh, j'ai vraiment du bol. C'est un boulot formidable. Je le mérite pas, je le veux pas, je l'ai jamais voulu. Mais d'un seul coup, il gagne beaucoup d'argent. Plus de 1000 $ par semaine sans travailler plus que ça parce que ça n'a pas duré très longtemps. Alors il s'est dit, si je peux faire ça, je peux vivre. Mais c'est la télévision qui va faire connaître son nom dans le monde entier. Nous sommes alors en 1987. Johnny Depp passe la porte du producteur et scénariste Patrick Hasburg, qui cherche un acteur pour sa nouvelle série, 21 Jump Street. Si vous êtes chanceux, c'est un acteur qui passe votre porte une fois dans votre vie. Il y avait quelque chose de magique avec lui. On aurait dit qu'il avait 15 ans, alors qu'il en avait 23. Les cheveux longs, un peu gras, sa veste en cuir noir avec au dos inscrit le nom de son groupe, The Kids. Quand il a dit les mots que j'avais écrits dans le script, j'avais l'impression d'être Shakespeare. Il était tellement authentique, il avait cette angoisse d'adolescent. C'est ce qui m'a fait penser qu'il serait génial dans le rôle. Johnny Depp décroche le premier rôle et incarne dans la série le policier Tom Henson. La série raconte l'histoire de jeunes flics infiltrés dans les lycées américains et dès la première année, elle cartonne auprès des adolescents. Johnny Depp devient ainsi l'icône de toute une génération. Qui connaît la recette pour devenir une grande star? Je sais qu'il ne voulait pas devenir l'idole des jeunes, et je ne voulais pas non plus qu'il le soit. Mais malheureusement, le monde entier est tombé rapidement amoureux de Johnny Depp. Who thinks Johnny Depp is cute? You don't realise here, despite the young ladies who are present, that you are regarded now as the hottest, and I know people say that about everyone. The microphone, sorry. The hottest teenage star in the country. I met a guy named Nicolas Cage, who's a brilliant actor in Los Angeles. He thought I should try acting, and, at the time I was selling pens over the telephone. I didn't really care what I did at that point. What do you mean by that, selling pens? I used to sell, I used to call up people and say, hi, I'm whatever from JDM Marketing, and would you like to buy some pens? It's not very profitable. Mais après seulement 3 saisons, Johnny Depp veut déjà quitter la série, quitte à se faire virer du casting. It started to become false. It started to become like this action-packed, it's like a can of soup, you just market it and send it out there. I'm not in any way trying to say that it's a bad show, but I'm just saying that I think after a while it becomes like it's not what it started out to be. Now it's a product, you know what I mean?
Patrick Hasburg lui-même quittera le show un an avant la dernière saison. Il reste à l'époque très proche de Johnny Depp et va même jusqu'à lui rendre un petit service. Après avoir quitté la série, je lui ai prêté de l'argent, $10 000 pour payer la caution d'un de ses amis qui avait été arrêté pour avoir braqué des banques. Et je dois dire qu'avec tout l'argent que j'ai prêté à des gens dans le milieu, Johnny Depp est la seule personne à m'avoir remboursé. 1989, c'est la dernière saison de 21 Jump Street pour Johnny Depp. Alors qu'il enregistre un dernier épisode en musique, l'acteur ne sait pas encore qu'il s'apprête à rencontrer celui qui va révéler tout son talent. Il s'agit du réalisateur Tim Burton. Retour en 2016. Johnny Depp est alors en plein concert à Lisbonne avec son groupe des Hollywood Vampires et le public est au rendez-vous. Les gens sont fascinés, évidemment. On mettait des dinosaures du rock comme Joe Perry d'Aerosmith et Alice Cooper. Et avec un plus jeune Johnny Depp, une star mondiale du cinéma, c'est déjà un événement en soi d'avoir ce package-là sous les yeux et entre les oreilles. À 55 ans, on le voit comme un gamin sur scène, à la fois fasciné de fouler les mêmes planches que ses héros, et le plaisir de jouer la guitare, qui était son fantasme depuis l'âge de 12 ans. Thank you very much. Thank you so much for Jen. Thank you. Have a great night, man. L'acteur semble serein alors qu'il achève son concert, totalement détaché des accusations de violence dont il est la cible à Los Angeles. Ça correspond aussi à sa stratégie de je vais bien, je fais pas de commentaires et tout ça finalement ce ne sont que des mensonges et ne vous attaquez surtout pas à moi. Il vit en se fixant ses propres règles. Donc je pense qu'il se disait « On s'inquiétera plus tard, j'ai plein d'argent, je peux tout contrôler, je vais me concentrer sur mes obligations et pour le moment mes priorités sont mon film et mon groupe. » Johnny Depp n'a qu'une idée en tête, se concentrer sur sa tournée en Europe avec ses amis Alice Cooper et Joe Perry. Hey, my name's Joe Perry. He's Joe Perry. And this is Johnny Depp. I'm Johnny Depp. And we're representing the Vampires. We are of the Hollywood Vampires. June 12th, Warsaw. Come and see us. Yes, we're playing June 12th. Total. See you there. And Warsaw, which rhymes. Johnny Depp ne mesure pas encore l'impact que vont avoir les accusations de sa compagne. Des accusations graves que rien ne semble en mesure d'arrêter. Did Johnny give you that bruise on your face? Did Johnny beat you up? Did Johnny brutalize you? Quand elle monte dans la voiture, c'est un moment très intéressant parce que les caméras la filment et elle s'effondre. Elle fond en larmes. Elle ne peut plus s'arrêter de pleurer au moment où elle quitte le tribunal. Amber Heard, en pleine crise de larmes dans sa voiture, l'image est forte. L'actrice compte bien se faire entendre dans les médias. Elle fait alors fuiter des informations pour appuyer ses accusations. C'est une révélation de TMZ, une photo qui illustre les accusations de violence conjugale. C'est TMZ qui l'a publiée sur son site. On y voit une grosse marque autour de l'œil d'Amber Heard. Selon elle, Johnny Depp lui aurait jeté un téléphone au visage lors d'une dispute samedi soir dernier. Ce qui est dingue à propos de ce divorce, c'est que contrairement aux autres divorces de stars où la plupart des informations sont privées, où aucun détail ne fuite, dans celui-ci tout est public. Il y a toujours des photos, de nouvelles informations qui sont dévoilées. C'est comme si l'entourage d'Amber voulait être sûr qu'il donnait le maximum d'infos pour ruiner la réputation de Johnny Depp. La soirée que nous allons reconstituer à présent se base uniquement sur ce que Amber Heard a raconté au juge et qui est écrit noir sur blanc dans sa déclaration, faite sous serment.
Voici donc comment la dispute se serait déroulée dans l'appartement du couple, ici, en plein cœur de Los Angeles, au dernier étage de cet immeuble. Il est alors 19h15. Le tournant a été le 21 mai. C'était un jour décisif. Amber et Johnny ne s'étaient pas vus depuis un mois. Ils ne s'étaient pas parlé depuis sa fête d'anniversaire un mois auparavant. Elle était dans leur appartement, dans le sud de Los Angeles. Il est arrivé. Hi there. Selon elle, il paraissait troublé. Il avait bu. Elle voulait juste être là pour lui, le réconforter, parce qu'il venait de perdre sa mère. C'est effectivement la veille que Betty Sue, la mère de Johnny Depp, est décédée. Un décès qui semble particulièrement l'affecter ce soir-là. L'acteur ne semble pas dans son état normal. Sentant que la situation lui échappe, Amber aurait alors aussitôt appelé un de ses amis au téléphone. Il s'agirait de Tyler Wright. Johnny et Amber ont appelé un proche pour essayer de se sortir de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Johnny Depp aurait commencé alors à s'énerver, à menacer sa femme, à l'insulter. Amber Heard, elle, est toujours en communication. À l'autre bout du fil, son ami aurait entendu la situation totalement dégénérer. Yo, can you hear me? What is your problem now? Sick of it! No! Okay! Ça s'est accéléré et Amber a accusé Johnny d'avoir arraché son téléphone des mains. What are you calling? I am not What are you trying to argue calling? with you. I can see that. Give me that. Give me that. Stop. Stop. No. Et aussi de lui avoir lancé au visage. Il lui aurait balancé au visage et il aurait atterri sur sa joue droite. Elle s'est adressée à son ami en hurlant « Appelle les secours !» On sait qu'à ce moment-là, le garde du corps de Johnny Depp est entré dans la pièce. Amber l'a prévenu qu'elle allait appeler les secours s'il recommençait à la frapper. C'est alors que le garde du corps a dit « Boss, boss, s'il vous plaît, partons ». Johnny Depp aurait alors quitté l'appartement en compagnie de son garde du corps. Amber Heard, quant à elle, aurait profité de son départ pour prendre des clichés de l'appartement, dévastés à la suite de leur dispute. Des clichés qui fuiteront rapidement dans les médias. Ces photos font aussitôt réagir le camp de Johnny Depp. Il faut sauver la réputation de la star et son image, à tout prix. Les agents de Johnny Depp réagissent en demandant à la presse de ne pas relayer quelques ragots que ce soit, en insistant aussi sur la brièveté du mariage. Dans un communiqué de 4 lignes, il répète 2 fois que le mariage a été très bref et qu'en gros c'était un non-événement finalement ce mariage et que la presse est vraiment engagée à passer à autre chose. Si ses avocats tentent d'éteindre l'incendie, l'acteur peut aussi et surtout compter sur ses proches pour le défendre. Le lendemain des accusations de violence conjugale, on a Lily Rose Depp, donc qui est la fille de Johnny et Vanessa, qui fait un post Instagram avec une photo de Johnny Depp et elle bébé. Et Johnny Depp l'aide à marcher. Dans une longue légende, elle décrit à quel point Johnny Depp a toujours été un père fabuleux et un homme très doux et le plus aimant des papas. Puis, c'est au tour de Vanessa Paradis d'écrire une lettre manuscrite aux avocats de la star. Johnny Depp est le père de mes 2 enfants. Il est un homme sensible, aimant. Ses récentes accusations sont scandaleuses. Johnny n'a jamais été violent avec moi, et celui que l'on décrit n'est pas celui avec qui j'ai vécu ces 14 merveilleuses années. Sincèrement, Vanessa Paradis. Vanessa s'est exprimée. Winona Ryder s'est exprimée.
Jennifer Grey s'est exprimée. Toutes ces femmes qui ont eu une relation intime avec Johnny Depp ont pris sa défense pour dire « il n'a jamais levé la main sur moi quand on était ensemble ». Et je pense que ça en dit long, que tous ces gens qui connaissent Johnny Depp probablement plus que n'importe qui affirment que cet homme n'a jamais été violent. Johnny Depp n'est pas un acteur comme un autre. Il est une des icônes du cinéma américain et les enjeux financiers autour de la star sont énormes. Alors, c'est au tour d'Hollywood de prendre sa défense. À commencer par un réalisateur célèbre qui est devenu l'un de ses meilleurs amis, Tim Burton. Nous sommes en 1989 et Johnny Depp vient tout juste d'avoir 26 ans. Il aimerait trouver un rôle à sa mesure. Au même moment, le réalisateur Tim Burton cherche un acteur pour incarner le héros de son prochain long métrage, Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, c'est un petit peu le mythe de Frankenstein qui est revisité. C'est en gros un jeune être qui a été créé de toutes pièces par un inventeur qui meurt avant de l'avoir terminé. Et la dernière pièce manquante de ce corps-là, ce sont ses mains qui sont remplacées par des ciseaux. Et une jeune femme le découvre et va l'accueillir chez lui dans une banlieue qui est toute proprette, où rien ne dépasse, où les apparences en fait sont primordiales. Et là, l'irruption de cet être différent va déclencher pas mal de choses. Tim Burton accepte de rencontrer Johnny Depp à Los Angeles. Le rendez-vous s'annonce difficile pour Johnny, qui n'a pas encore fait ses preuves au cinéma. Et il sait que Burton vient tout juste de refuser le rôle à Tom Cruise, un acteur plus en vogue à l'époque. Johnny Depp va perdre tous ses moyens et c'est précisément ce qui va plaire au réalisateur. Il donnait à Tim Burton exactement ce qu'il attendait. La maladresse de Johnny Depp, son incapacité à dévoiler ses sentiments, c'était Edward. Tim Burton était tellement impatient qu'il ne voulait voir personne d'autre, aucun autre acteur. Il est retourné au studio et il a dit « J'ai trouvé la bonne personne ». Le tournage peut commencer. Et la coïncidence peut prêter à sourire car il a lieu en Floride, où Johnny a passé toute son enfance. Vinyl est la maquilleuse attitrée de Tim Burton. À l'époque, elle vient tout juste de décrocher son premier Oscar pour Beetlejuice, le premier film à succès du réalisateur. Elle se souvient bien de sa première rencontre avec Johnny Depp. La première fois que j'ai rencontré Johnny, c'était pour faire les essais maquillage pour Édouard aux mains d'argent. Je l'ai trouvé très confiant, très heureux d'être là, de travailler avec Tim, car Tim est très doux. Il était jeune, différent, plein d'énergie. C'était super de faire évoluer ce personnage et d'imaginer comment Johnny allait le jouer. Incarner Édouard aux mains d'argent pour Johnny Depp implique une véritable transformation physique. Il devient alors la créature de Tim Burton. I mean, to me, I think he's a genius. I mean, no one has that kind of vision. No one can express that vision the way that Tim does. I mean, he's incredible. Vinyl le défigure littéralement. Fini la gueule d'ange de 21 Jump Street. C'est une nouvelle page qui s'écrit pour Johnny Depp. Je lui ai fait 2 cicatrices qui ne faisaient pas partie du maquillage original. Il adorait ça. Il restait totalement immobile pour que je puisse sculpter sa bouche chaque jour. Il était vraiment génial. Il n'a jamais rien refusé. Il était juste fantastique. Mais au-delà du maquillage, c'est son talent d'acteur qui se révèle sous la caméra de Tim Burton. Burton et Depp se sont très bien entendus. Tous les deux, ce sont des marginaux en quelque sorte. Ils sont attirés par des gens qui ne sont pas parfaits, qui ne cherchent pas à l'être, des gens qui se fichent d'être bizarres. Son jeu, minimaliste, ressemble à celui des acteurs muets du début du cinéma. Certains voient même en lui un héritier de Buster Keaton.
Il s'est forcément nourri d'influences, de personnes qu'il a rencontrées, et d'acteurs qu'il a vu jouer. Il y en a plein des références pour Johnny Depp dans son jeu. Buster Keaton, bien évidemment, la gestuelle de Buster Keaton, cette façon aussi d'exprimer beaucoup avec son visage, avec finalement peu de mouvement, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Johnny Depp n'hésitera pas d'ailleurs à parler de cette source d'inspiration quelques années plus tard, dans l'ambiance feutrée de la Bibliothèque nationale à Paris. Nous sommes en 2002. Keaton, I mean, one of the great expressionists, you know, just everything with his eyes. It's maybe the one you feel the closest. Keaton. Ce jour-là, c'est le journaliste littéraire Frédéric Fernet qui mène l'interview. Buster Keaton, l'analogie, c'est effectivement le masque, l'icône figée, quoi, le masque comme ça. Johnny Depp aurait fait un très bon acteur muet, parce qu'il se sert de son visage comme un masque de comédien dell'arte, en fait. Moi, j'étais un peu inquiet parce que je trouvais qu'il parlait pas assez. Et le réalisateur m'avait dit, mais non, pas du tout, parce qu'il y a des plans de coupe sur lui qui sont formidables. Quand il écoute, il est incroyablement vivant, il est là, il parle, son visage parle. Donc ça fonctionne très bien. Johnny Depp essaie de revisiter à sa manière cette gestuelle, ce comique, mais aussi ce drame qu'était Buster Keaton. For me, you know, like to quote Nick Tosh's, and a great unsung hero, you know, Buster Keaton. Everybody praises Charlie Chaplin, salutes Charlie Chaplin, gives him Oscars and awards up the ass, you know, and Keaton walked away with essentially nothing, you know, a drunk. Rendre hommage à Keaton, c'est aussi se souvenir du destin tragique de cet acteur qui a fait les belles heures d'Hollywood. Hollywood a un côté obscur. Ces 90 dernières années, Hollywood a été un endroit sombre et dangereux. Et si tu comptes y travailler, mieux vaut faire attention parce que ça peut vous aspirer et vous détruire. Même quelqu'un comme Johnny Depp. Édouard aux mains d'argent est un véritable succès au box-office et rapporte plus de 50 millions de dollars à la Fox. Johnny Depp devient, grâce à ce film, l'une des figures montantes d'Hollywood. Johnny Depp. Hi, I'm Johnny Depp. Thanks a lot. Johnny Depp va enchaîner les films et tenez-vous bien, car la liste est longue. Arizona Dream d'Emir Kusturica, Gilbert Grape de Lasse Hallström, Benny and Joon, Ed Wood avec toujours et encore une fois Tim Burton derrière la caméra, Don Juan, Dead Man de Jim Jarmusch, Nick of Time, Donnie Brasco avec Al Pacino. Il va même réaliser The Brave, son premier long métrage, avec au casting une de ses idoles, Marlon Brando. Sleepy Hollow, toujours avec Burton. Intrusion, sans oublier Las Vegas Parano, film générationnel inspiré de l'œuvre d'Hunter S. Thompson, le pape du journalisme gonzo. Un film qui ressemble à sa vie personnelle, une vie rythmée par les drogues et l'alcool, qui lui valent à l'époque d'être désigné comme l'enfant terrible d'Hollywood. Il a commencé à beaucoup boire, à se faire plaisir dans la nouvelle vie qui s'offrait à lui. Et la frontière entre le personnage qu'il s'était créé pour affronter la célébrité et celui qu'il était en train de devenir est devenue floue. Mais une rencontre va le sauver de ses démons. Johnny Depp tourne alors à Paris dans le prochain film de Roman Polanski, La 9e porte. Emmanuel Seigné, qui partage l'affiche avec lui, se souvient bien d'un dîner au cours duquel l'acteur vient accompagné d'une artiste française bien connue du grand public, Vanessa Paradis. Il est venu avec elle et c'était un de leurs premiers dîners. Ils venaient de se connaître et je sais qu'ils s'étaient rencontrés à l'hôtel Coste et ils venaient de se rencontrer et il a dit « Ah, je veux venir avec une actrice » et c'était elle. À l'époque, elle tournait La fille sur le pont. Je me rappelle, elle avait les cheveux courts. Et j'étais toujours, je l'aimais beaucoup quoi, comme artiste, donc ça m'a beaucoup plu de la rencontrer. Un dîner pendant lequel on ne parle pas cinéma, mais plutôt du prénom qu'Emmanuel Seigné compte donner à son futur enfant. Ça tournait beaucoup autour de l'enfant, de comment j'allais l'appeler,
Et d'ailleurs, je voulais l'appeler Elvis, et je l'ai appelé Elvis, et c'est une des personnes qui trouvait que c'était une idée géniale, parce que j'avais plein de gens qui me disaient « Mais non, tu peux pas faire ça, c'est horrible et tout », et lui, il trouvait ça super. Je sais même pas s'ils sortaient encore ensemble ou quoi, mais on sentait qu'ils allaient avoir une histoire et que ça allait être quelque chose d'important. Au point que cela aurait perturbé Johnny Depp sur le tournage de La 9e porte. On avait une scène d'amour dans un château à la fin, qu'il était un peu mal à l'aise aussi, un peu avec ça, donc du coup on avait tourné chacun séparément, c'était un peu bizarre quoi. Mais bon, c'était cool. Ce dîner marque le début de l'histoire d'amour entre Johnny Depp et Vanessa Paradis. La romance entre la petite Française et la star hollywoodienne passionne aussitôt la presse de l'époque. L'histoire est trop belle. Vanessa Paradis, tout à coup, devient femme. On n'a pas vu les choses arriver. Et Vanessa, plus que Johnny Depp, est craintive. Donc, à l'époque, Vanessa Paradis a tout de suite installé chez Johnny Depp l'idée qu'il n'est surtout pas question de parler de notre vie personnelle, privée, intimité. No way. La France devient le véritable pays d'adoption de Johnny Depp. Un pays qui lui remet d'ailleurs un César d'honneur au cours de la dernière cérémonie du siècle dernier. Merci beaucoup pour cet honneur. Excusez-moi, mon français est terrible. Je vous ai préparé ce truc pour vous. Bonne chance. Et je déteste l'idée de compétition. Le seul contre lequel je me bats, c'est moi. Mais je suis très honoré de recevoir ce cadeau de la France parce que j'aime et je respecte beaucoup votre pays. What do you think of France and the French? Anything to say about that? You like France? They talk funny. They talk funny? No, France, for me, France has been the greatest gift for me, you know. For me, it's the first time in my life I've been able to call a place home. Johnny Depp et Vanessa Paradis acquièrent rapidement une villa dans le sud de la France. C'est là qu'ils fondent une famille. Avec dans un premier temps une fille, Lily Rose. Et 3 ans plus tard, un fils au prénom très long comme son père, Jack John Christopher Depp III. Cette famille va littéralement transformer Johnny Depp. Il découvre qu'il n'est plus le numéro 1, que quelqu'un d'autre est plus important que lui, son enfant, et c'est le poids des responsabilités qui le leste et qui lui donne une sorte de maturité, finalement. D'un couple amoureux, ils deviennent un couple avec enfants, et ensuite, 2 ans après, ils sont déjà une famille. Avec leurs 2 enfants, Vanessa et Johnny vivent alors une vie de bohème entre Paris et Los Angeles. Mais c'est où chez vous? Parce que c'est justement une question que tout le monde se pose. C'est vrai que c'est un petit peu à plusieurs endroits. Paris, Los Angeles, New York, des îles quelque part. Enfin, il n'y avait pas autant d'endroits que ça. Mais c'est-à-dire qu'il est américain, je suis française. Il y a forcément 2 cultures, 2 endroits déjà. Vous vivez une espèce de bohème très chic, un petit peu comme dans les années 70, les rockstars vivaient comme ça. Quand vous voyagez avec Johnny Depp, il y a quand même 30 valises qui vous suivent, quoi. Je veux dire, quand même, c'est pas de la rigolade. Oui, on voyage lourd, c'est vrai. Une vie de bohème qui semble plaire à Vanessa Paradis. La petite fiancée des Français file le parfait amour avec le père de leurs 2 enfants. Vous vous engueulez parfois, quand même? Bien sûr, c'est pour ça qu'il est parfait. Non, Parce qu'il oublie de relever la cuvette des toilettes. Non, jamais? Non. C'est un mec formidable. Les interviews du couple se font rares, notamment quand il s'agit de parler de leur vie personnelle. Votre amoureux, il a accepté, en exclusivité, de nous dire tout le mal qu'il pensait de vous, à la fin comme femme. Il est parti un après-midi, il veut faire un truc. Mais quand Johnny Depp accepte enfin de parler de sa femme, il n'y va pas par 4 chemins. Elle a cette qualité de ne pas jouer. No bullshit, you know. There's no pretense to it. Elle n'a aucune prétention, elle ne calcule rien. Pre-planned
Il n'y a ni fausseté ni tricherie en elle. Elle ne ment pas. Au fil des interviews que tous les deux donnaient, on voyait toujours l'image d'un père modèle, très impliqué dans l'éducation de ses enfants, parfait avec Vanessa Paradis. Voilà, il cultivait cette image de couple idéal, très uni et très en communion dans l'art. Le couple Vanessa Paradis-Johnny Depp, c'est 14 années d'une union presque parfaite. Leurs apparitions sur les tapis rouges font rêver. Comme ici sur Hollywood Boulevard, quand il s'affiche pour la première fois en public. Nous sommes en novembre 1999 et la carrière de Johnny Depp s'apprête alors à prendre un nouveau tournant. Johnny Depp. Les choses étaient sur le point de changer radicalement pour Johnny Depp. Et le changement s'est produit juste ici. On va sortir, on va aller voir l'endroit où tout a basculé. Pouvez-vous me parler de ce jour où il a eu son étoile sur le Walk of Fame? Comment ça s'est passé? C'était énorme. Avoir son étoile sur le Walk of Fame, c'est le but ultime de toutes les stars d'Hollywood. Il y avait des centaines de personnes, des fans, des caméras. Ouais, des caméras, tous les médias de toutes les chaînes de télévision. Si vous regardez bien, quand sa famille parlait, quand ses collègues acteurs comme Martin Landau d'Ed Wood parlaient de lui, Johnny était tendu. Vraiment tendu. You could see him tighten up. Johnny is a young actor, but he's got a soul that's all wrinkled and old because he's an old soul and a terrific guy and one of the nicest human beings I've ever met in my life. Il était en train de devenir aux yeux du monde la personne qu'il s'était toujours empêché d'être. Une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Tout ce qu'il avait toujours rejeté dans sa carrière, devenir une superstar. If there is a world and if there is a Hollywood Boulevard, my kid, my girl, my Lily Rose can walk down the street and, look at her dad's name. And spit on it if she likes. Thanks a lot. See ya. En 15 ans de carrière, Johnny Depp a imprimé sa marque sur le cinéma américain. Et s'il a su si bien incarner les films d'auteur, il s'apprête à accepter un rôle qui va le faire changer de dimension. En 2001, on lui propose d'incarner le pirate Jack Sparrow, le premier rôle du futur blockbuster de Disney, Pirates des Caraïbes. Un rôle qu'il accepte pour le meilleur, mais peut-être aussi et surtout pour le pire. « 20 ans plus tard, Johnny Depp ne fait plus la une des magazines de cinéma, mais bien celle de la presse à scandale. J'étais choqué quand j'ai entendu que des accusations de violence domestique étaient retenues contre lui. J'étais choqué, mais j'étais aussi sceptique. Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Est-ce que je pense qu'il a manqué de self-control et qu'il s'est passé quelque chose? Oui, absolument. Mais que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Les journalistes américains vont très rapidement obtenir un rapport de police qui vient contredire les déclarations d'Amber Heard. La police est arrivée. Le sergent est entré. Il a regardé autour de lui et a dit « Madame, est-ce que vous voulez porter plainte ?» Elle a répondu non. Il a jeté un œil à l'appartement. Il n'a vu aucun signe de dispute. Ça signifie aussi qu'il n'a vu aucune blessure sur son visage ou trace qu'aurait pu laisser le téléphone portable en la frappant. Aucune marque sur le visage, aucune plainte de la part d'Amber Heard. Des éléments plus que troublants. Ici, en Amérique, si les policiers sont témoins de quoi que ce soit qui puisse être considéré comme un crime, ils doivent enquêter. S'ils avaient vu ne serait-ce qu'une ecchymose sur le visage d'Amber, et même si elle n'avait pas voulu porter plainte, ils seraient allés jusqu'à procéder à l'arrestation de Johnny Depp.
Ok, stop. Première option, les policiers sont fans de Johnny Depp. Ou 2, l'actrice a menti purement et simplement au juge. Pour la presse américaine, aucun doute, la deuxième option est la bonne. I need vacation, do it. You would miss her by 7 feet, it would fly off. You would hit Eric right in the face. Et si les photos de l'appartement dévasté le soir de la dispute étaient elles-mêmes de fausses preuves? Amber Heard n'est plus considérée comme la victime, mais bien comme celle qui a tout orchestré. Chaque photo d'elle prise par des paparazzis qui désormais la suivent vraiment au quotidien, qui la voient dans la rue, dès qu'elle est souriante, en train de faire son marché ou du shopping, on l'accuse tout de suite d'avoir menti et ces photos sont bien la preuve de sa duplicité. C'est surtout cette photo, prise quelques heures après l'altercation, qui va alimenter la controverse. Elle y apparaît souriante, sans aucune marque au visage. La photo a été prise le lendemain de leur dispute présumée. Elle était à la fête d'anniversaire d'une copine, ici à Los Angeles. On ne voit strictement rien, car ses cheveux recouvrent parfaitement l'endroit où sa blessure est censée être. Est-ce qu'elle cachait ses bleus ou est-ce que les bleus n'existaient pas? C'est ce que se demande très vite la presse américaine. Mais au fait, qui est Amber Heard? Amber Heard, c'est typique carriérisme américain. Elle était un mannequin très belle, magnifique blonde, d'accord, mais une actrice moyenne. Et le fait d'apparaître, déjà, aux côtés de Johnny Depp, ça lui a donné une aura, une célébrité qui a fait qu'elle a été demandée partout. Johnny et Amber se rencontrent sur le tournage du film Rome Express, dont ils partagent alors l'affiche. Et à l'époque, la jeune actrice n'a Dieu que pour celui dont elle va partager la vie. Johnny's an icon, yes, but more than that, he's a good person. He's smart. He's fiercely intelligent and very creative, and he offers so much more. And working with him, I really do see why he is the icon that he is. Elle a été pour lui une sorte de soleil, parce que une sorte de groupie merveilleuse, et puis sexuellement, ils ont dû avoir une alchimie parfaitement concomitante. Ça lui a remis les hormones en action. Tout va aller très vite entre eux. Leur relation est officielle dès 2012. Johnny Depp vient tout juste de se séparer de Vanessa Paradis. Tout le monde commence à la montrer un petit peu du doigt comme la terrible manipulatrice qui serait à l'œuvre dans la séparation de Johnny Depp et Vanessa Paradis, que personne ne voulait voir séparer finalement. Donc on va tout de suite dire que Amber Heard est l'instigatrice de tout ça. Amber Heard, elle, profite de la célébrité de son nouveau compagnon pour exister face aux caméras. Elle a vraiment su tirer parti de tout ça et elle a multiplié ses cachets, ses rôles, ses registres en tirant un maximum de profit. Le couple s'affiche régulièrement dans les médias et Johnny Depp va se métamorphoser sous l'influence de sa nouvelle compagne. Vanessa Paradis est très discrète, elle n'est pas du tout intéressée par les réseaux sociaux, etc. Et avec Amber Heard, c'est complètement différent. Il est aux côtés d'une femme d'une autre génération qui est beaucoup plus intéressée par toute cette communication virale, etc. Et donc il se prête complètement à ça. Comme cette fois en Australie, où le couple se retrouve au cœur d'un scandale, alors que Johnny Depp tourne le prochain volet de Pirates des Caraïbes. Et maintenant, le scandale des chiens de Johnny Depp. Sa femme risque d'être poursuivie en Australie. Elle est accusée d'avoir ramené illégalement avec elle ses 2 Yorkshire à bord du jet privé du couple en mai dernier. L'affaire prend une dimension nationale. Johnny Depp et Amber Heard doivent s'expliquer devant les autorités au sujet de la présence illégale sur le sol australien des chiens du couple. Si nous commençons à laisser faire les stars de cinéma, et même si vous avez été désigné comme l'homme le plus sexy de la planète 2 fois dans votre vie, nous devrions laisser faire tout le monde. Il est temps maintenant que Pistol et Boo soient rapatriés au plus vite aux États-Unis. Un an plus tard, les 2 stars sont forcées de s'excuser publiquement. Une vidéo virale qui fera alors le tour de la planète. Protecting Australia is important. Declare everything when you enter Australia.
Johnny Depp, Amber Heard, un couple soudé dans le ridicule. 4 mois avant la demande de divorce, Johnny Depp semblait toujours aussi amoureux de celle qui partageait sa vie. I also have to thank my wife, Amber, for putting up with me, for living with all these characters, which can't be easy. Well, it's hard for me, it's got to be hard for her, you know? Leur idylle appartient bel et bien au passé, alors que la date du procès approche. Mais Johnny Depp semble pour l'instant intouchable. Les affaires embarrassantes pour l'actrice, elles, ne cessent de s'accumuler. Après les photos compromettantes, elle est elle-même accusée de violence conjugale contre son ex-compagne, l'artiste Tasia Van Ree. Quand cette info est ressortie, l'avocate d'Amber Heard a dit « Attendez, vous ressortez de vieilles informations qui ne sont absolument pas pertinentes pour l'affaire en cours. On ne devrait pas les prendre en considération. » Ce qui est intéressant, c'est qu'Amber avait essayé de garder toutes ces informations de manière confidentielle pour avoir un casier judiciaire vierge avec Johnny Depp. Mais malheureusement, tout a été révélé publiquement au pire moment pour elle. On sent une espèce de rouleau compresseur qui s'acharne à faire passer Amber Heard pour une horrible manipulatrice qui se fait de la pub sur le dos du sacro-saint Johnny Depp, qui est l'idole américaine et que les États-Unis veulent garder au rang de légende. Toute sa vie, Johnny Depp a été placé sous une bonne étoile. Déjà 20 ans plus tôt, sa carrière a survécu à un dramatique fait divers. Retour en 1993 sur Sunset Strip, un célèbre quartier nocturne au nord de Los Angeles. Cette année-là, Johnny Depp y achète un club de rock et l'acteur veut en faire un lieu incontournable pour toute la scène musicale de l'époque. Dans les années 90, Johnny Depp a décidé d'investir son argent quelque part. Alors il a acheté ce club, le Viper Room. Mais il voulait aussi un lieu qui lui appartienne, un endroit privé, comme un refuge. Et en plus, c'est un club de musique, donc il pouvait y jouer de la musique quand il voulait, avec qui il voulait. C'est un peu devenu son petit paradis privé, où il était en sécurité. Sa maison est juste ici, sur les collines, au-dessus de Sunset Boulevard, donc c'était un peu comme son royaume. Le 14 août 1993, le Viper Room ouvre ses portes, et c'est bien Johnny Depp le patron. Dans ce petit club d'à peine 250 places, les légendes du rock se succèdent aux côtés des futures grandes stars d'Hollywood. Le Viper Room, c'est la vitrine artistique de Johnny Depp, un mélange des genres entre musique et cinéma. C'est Hollywood. C'est Hollywood, c'est des artistes, du fric, de la frime, du paraître. Il y a Quentin Tarantino, DiCaprio, des musiciens des Red Hot Chili Peppers. Toute cette faune de gens qui ont 25, 30, 35 ans et qui construisent petit à petit la pop culture des années 90. Mais alors qu'il quitte son club le soir de l'ouverture, il ne sait pas que seulement 2 mois plus tard, le Viper Room va être le théâtre d'un fait divers qui va secouer tout Hollywood. Nous sommes le soir d'Halloween, il est 2h du matin. 911 emergency, what are you reporting? Seizures on Sunset and Larrabee, please come here. Okay, calm down a little bit, okay? What's the address where you need us? It's Sunset and Larrabee, it's at the Viper Room. Okay, what's the address, sir, do you know? What's the address to the fucking club? Okay, sir? Sir, calm down a little bit, okay? I'm sorry, it's my brother, please come here. How old is he? He's 23. Calm down. Cette voix que vous entendez, c'est celle de l'acteur Joaquin Phoenix. Son frère, River, vient de s'écrouler sur le trottoir à 2 pas du Viper Room où il passait sa soirée. Il est victime d'une overdose. Do not put nothing in his mouth. Okay. Paramedics are on the way, they should be there.
River Phoenix, l'acteur fétiche de Gus Van Sant, meurt ce soir-là. Une enquête est en cours sur les circonstances de la mort soudaine d'une des jeunes stars d'Hollywood. Le mystère demeure autour de la mort de River Phoenix. Personne ne sait ce qui l'a conduit à faire une crise d'épilepsie dans le club et à mourir devant, sur Sunset Strip. On dirait que le sujet qui occupe tous les esprits ce soir, c'est la mort mystérieuse de River Phoenix. Un coup dur pour le club, mais aussi et surtout pour son propriétaire, Johnny Depp. Johnny Depp a un tombeau sur les bras, celui d'un jeune adolescent perturbé et mort pour ses péchés. Alors que les fleurs s'accumulent devant le Viper Room, l'acteur, lui, se refuse à tout commentaire. Il va même jusqu'à quitter la ville et fermer le club. With much respect to River and his family, the Viper Room will be temporarily closed. Thank you. À l'époque, certains se demandent même s'il pourrait avoir une responsabilité dans ce drame. Je ne blâme pas Johnny Depp pour le côté sombre du Viper Room. C'est le milieu qui veut ça. Hollywood, le milieu du rock'n'roll, la culture de la drogue sur Sunset Strip à 2 h du matin, avec les limousines, les jolies femmes et les beaux mecs. L'histoire du Viper Room aurait été la même, peu importe qui en était le propriétaire. Je pense qu'on en a entendu parler parce qu'il appartenait à Johnny Depp. Quelques semaines plus tard, c'est un Johnny Depp au trait tiré qui réagit pour la première fois au drame. I got off stage and went out the door, and the paramedics were working on this young man, and I didn't know at the time that it was River. Diriez-vous que la mort de River Phoenix aurait été bien pire pour Johnny Depp si ça s'était passé aujourd'hui? Ah, c'est évident. C'est évident. Internet, Twitter se seraient déchaînés. Ils auraient diffusé de fausses informations sur ce qui s'était passé. Tout le monde aurait eu une version différente des événements. Et je pense que si ça s'est pas passé comme ça, c'est parce que Johnny a tout contrôlé. Il a démenti les propos et a demandé aux gens de lui faire confiance. The media wouldn't let not only River rest, but they wouldn't let his family rest. Si 20 ans plus tôt, Johnny Depp parvient à échapper aux rumeurs, aujourd'hui, son silence va avoir des effets désastreux. Car Amber Heard ne lui laisse aucun répit. Elle diffuse dans la presse des extraits de SMS compromettants qu'elle aurait échangés quelques mois plus tôt avec l'assistant de Johnny Depp. Quand je lui ai dit qu'il t'avait frappé, il a pleuré. Il l'a déjà fait plusieurs fois auparavant et je suis toujours là. Ses amis aussi se répandent dans la presse et parlent de violences qui parfois se terminaient dans le sang. Amber Heard veut faire passer un message clair aux médias. Johnny Depp est un homme qui maltraite sa femme et il doit payer pour ça. 6 août 2016, c'est le grand jour au tribunal de Los Angeles. Pourtant, Amber Heard se fait attendre ce matin-là. Elle arrive avec près d'1 heure de retard. Elle est arrivée en retard au tribunal. Selon elle, elle était en position de force. Elle n'avait rien à craindre. Stratégiquement, elle a fait en sorte de tout mettre en œuvre pour faire passer Johnny Depp pour une horrible personne qui frappe les femmes. Donc je pense que c'est pour cela qu'elle est arrivée comme ça au tribunal, si détendue, sans rien à craindre, avec l'intention de tout régler et de repartir avec des millions de dollars. 3 jours plus tard, la situation est toujours au point mort entre les deux parties. Les avocats de l'actrice n'espèrent qu'une chose, obtenir 15 millions de dollars pour leur cliente. She wants it over. Yes. She wants it over. She's in the UK, working. Le 12 août, une vidéo diffusée sur Internet va tout changer et faire basculer le procès.
La vidéo est sortie. C'est une vidéo très importante. Elle a fuité sur Internet. On y voit Johnny Depp dans un excès de colère dans une cuisine. On le voit claquer des portes de placard en verre. La plupart des gens supposent que cela datait du jour de leur dispute, le 21 mai. Ce n'est pas le cas. Cette vidéo a été tournée 5 mois plus tôt. Il l'insulte, il hurle, et Amber filme toute la scène. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. La grande question, c'est pourquoi elle le filme? Pourquoi l'a-t-elle filmé des mois avant leur divorce? Était-elle déjà en train de se préparer à divorcer? Voulait-elle des éléments pour s'en servir contre lui? Je suis surpris qu'elle ait amassé tant de preuves pendant si longtemps. Elle voulait avoir ça dans sa manche, au cas où quelque chose se passerait. Et ça a été le cas. Oh, you're crazy. Oh, you're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this going? You got this going? Just started it. Oh, really? Really? La confusion entre cette vidéo et leur dispute du 21 mai est suffisante pour tout débloquer. L'effet est immédiat, décuplé par sa diffusion sur les réseaux sociaux. L'opinion publique prend alors parti pour Amber Heard. Un accord a été trouvé pour sceller le divorce entre Johnny Depp et Amber Heard. 4 jours plus tard, Johnny Depp accepte de verser 7 millions de dollars à son ex-compagne contre l'abandon des poursuites. Amber Heard l'a manipulé. Elle a vraiment joué le jeu de la grande amoureuse qu'elle était peut-être au début, et puis très vite, elle s'est rendue compte que ça n'irait jamais, et elle s'est dit, voilà, qu'est-ce que je peux tirer de ce mariage très fructueux? Elle a tiré la moitié de ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle réclamait 15 millions, elle a eu 7 millions, mais elle avait vraiment les cartouches pour le faire cracher un maximum. À la fin de la journée, une fois que tout était réglé, elle est partie avec 7 millions de dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a rien voulu garder. Cet argent l'écœurait. Elle a donc voulu le donner à des associations qui soutiennent les victimes de violences domestiques. Pour ce qui est de ces violences, son tempérament violent et peut-être son harcèlement envers Amber Heard, je pense que là, il tombe dans un mauvais contexte parce qu'on est en plein période MeToo et effectivement, il y a une sensibilité sociale. Amber Heard va alors surfer sur cette victoire face à Johnny Depp pour devenir l'une des égéries du mouvement MeToo. Strong, smart, but I'm not a victim. It's the telling someone safe is the beginning of choosing yourself. Speak up. Speak up. Raise your voice. Your voice is the most powerful thing, and we, together. C'est son trophée, ce mariage, même sur ses aspects négatifs. Et il est possible que les insinuations personnelles soient aussi téléguidées par « Souvenez-vous, j'ai été la femme de Johnny Depp et ça n'a pas été rose tous les jours ». Johnny Depp ne répond pas aux insinuations de son ex-compagne, car il se prépare à vivre le deuxième acte de sa descente aux enfers. L'acteur serait en effet au bord de la banqueroute, malgré les centaines de millions de dollars gagnés grâce au rôle qu'il a fait connaître dans le monde entier. C'est l'effervescence ce matin-là, alors que le tournage du premier volet de Pirates des Caraïbes est sur le point de commencer. Et contre l'avis de tous, c'est Johnny Depp qui incarne le premier rôle, celui du pirate Jack Sparrow, un rôle qu'il doit au producteur Jerry Bruckheimer. Il y a une sorte de mariage contre nature entre Disney, qui est ce studio du monde merveilleux, et cet acteur qui a plutôt exploré en fait une veine gothique, poétique, sombre. Mais là est justement le coup de génie de Jerry Bruckheimer qui voyait Johnny Depp
en Capitaine Sparrow. Pour créer son personnage, Johnny Depp fait appel à Vinyl, sa maquilleuse fétiche, pour le rejoindre dans cette nouvelle aventure. Johnny m'a appelé et il m'a dit « Je vais faire ce projet, tu veux venir ?» Je lui ai répondu « Oui ». On a commencé à parler de son personnage, on avait beaucoup de préparation dessus. On a parlé de plein de choses. Je lui ai dit que je le voyais bien avec un maquillage très noir autour des yeux. Un peu comme les Bédouins. Ils mettent toujours plein de noir autour des yeux qui reflètent le sable. Il m'a dit « Oh oui, super, comme Kiss ». Et je lui ai dit « Oui, tout à fait ». Je lui ai dit qu'on allait accentuer les traits, ça allait être cool, comme si l'eau se reflétait dedans. Il était théâtral, à la manière d'un Keith Richards, qui était ce genre de personnage, je dirais, flamboyant et merveilleux. Wonderful. Keith Richards, c'est ce côté un peu nonchalant, je m'en foutiste, à la fois dandy et voyou, qui est vraiment propre aux rockers anglais des années 60, cette morgue un peu britannique, genre je m'en fous, hein, je me concentre sur mon jeu et en même temps je vous emmerde un peu. Mais ce personnage, la Keith Richards, pose un vrai problème à Disney, et en particulier à Michael Eisner, le tout-puissant patron du studio. Michael Eisner est un de mes amis, et j'ai d'ailleurs été le moniteur de ski de Michael Eisner avant de venir à Hollywood. Peu importe, c'est une histoire ridicule. Mais lorsque Michael Eisner se rendait sur le plateau pour voir cette franchise à $1 milliard, il regardait Johnny Depp qui imitait cette espèce de pirate fou à la Keith Richards. Et il a commencé à hurler. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce? Pourquoi ce mec détruit-il le film? Pourquoi ce mec détruit-il le parc? Pourquoi est-il en train de détruire la franchise? Ils étaient inquiets la première fois qu'il est venu. Toutes ses dents de devant étaient dorées ou argentées. Ils ont piqué une crise. Il répétait « Oh non, 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 vous ne pouvez pas faire ça comme ça, on veut juste Johnny Depp, vous savez. On ne veut pas tout ça, ce maquillage sur les yeux. » Il devenait fou. Je me souviens, la première semaine de tournage, on les entendait grogner dans le studio. « Oh mon Dieu, c'est quoi ce personnage? Est-ce qu'il est gay, ivre? Qui est ce personnage ?» Alors ils l'appellent et une dispute éclate. Johnny leur dit « Virez-moi ou taisez-vous. C'est comme ça que je vois ce personnage. Et si vous ne voulez pas que je le fasse comme ça, virez-moi. Sinon, ne dites plus un mot. » Ils n'ont plus rien dit et l'ont laissé faire comme ils voulaient parce que plus le tournage avançait, plus ils se rendaient compte que c'était amusant. Et évidemment, à la fin, tout ça, c'était leur idée. C'est comme ça que ça marche avec eux. Le tournage peut enfin commencer et Johnny Depp a carte blanche. L'acteur va même jusqu'à réécrire son texte, créant de toutes pièces le personnage du capitaine Jack Sparrow. Et au-delà du costume, c'est surtout une voix. Capitaine Jack Sparrow. Sur ce côté capitaine Jack Sparrow. Pas Jack Sparrow. Un personnage haut en couleur que le monde entier s'apprête à découvrir. Et pour le doubler, Disney fait appel à la voix officielle de Johnny Depp en France. Le matin, quand on commençait le doublage, j'étais pas beaucoup dans le personnage. On me disait, reprends ce côté un peu comme ça, un peu rhum addict, et son côté un peu déséquilibre. Et tout d'un coup, on retrouve un peu la voix comme ça de ce personnage. Mes amis, que ce jour soit à jamais gravé dans vos mémoires, comme celui où vous avez failli attraper le capitaine Jack Sparrow. Une espèce de noblesse. Voilà. Il fallait trouver dans le corps comment il bouge. Il joue avec ses mains, il joue avec ses manches. Il est d'un côté comme ça et il joue avec son costume beaucoup, avec les objets. Ah oui, d'un bateau à l'autre, tous ses combats d'épée, il est en déséquilibre. Bon, il se bat bien avec le sabre, mais c'est toujours un peu, toujours en déséquilibre, toujours dans le corps, toujours dans la façon de jouer. C'est comme ça que je l'aborde, un acteur de commedia dell'arte, un arlequin. Un arlequin, un clown, l'alchimie fonctionne finalement entre Disney et Johnny Depp.
Il voulait faire un film que ses enfants pourraient voir, un film amusant. Et je pense que les enfants ne voient rien de mal dans le personnage de Jack Sparrow. Je pense qu'ils le trouvent juste absurde. Il a abordé le rôle en se disant « C'est ma prochaine mission ». Disney, Jerry Bruckheimer, eux, ne pensent pas comme ça. Ils se demandent d'abord comment ils peuvent faire une franchise à plusieurs milliards de dollars. Et dans ce domaine, ils sont vraiment experts. Quand Johnny Depp se disait « C'est mon prochain rôle », eux se disaient « C'est notre prochaine industrie ». 2003, Pirates des Caraïbes sort sur les écrans du monde entier. Le film rapporte plus de 600 millions de dollars à Disney. Un succès colossal qui fait ainsi de Johnny Depp la nouvelle mégastar du studio. On ne réalise pas trop ce qui se passe avant d'arriver à la fin du film et de se dire « Oh mon Dieu, ça va le catapulter ». C'était la célébrité assurée. Le monde entier a adoré. Ça a été un succès phénoménal qui a changé du jour au lendemain la vie de Johnny Depp. D'un seul coup, il a été catapulté dans un univers très fermé dans lequel se trouvent les vrais superstars, qui sont quasiment intouchables. Johnny Depp est devenu un acteur bankable. Disney s'apprête à engranger avec cette franchise près de 5 milliards de dollars rien qu'au box-office, sans parler du merchandising. Et ce succès, Disney et Johnny Depp ne le doivent qu'à un homme, le producteur Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer, en fait, va réinventer Johnny Depp avec Pirates des Caraïbes. Il va en faire, en fait, une star populaire, une star mondiale. Il en fait, même plus que ça, il en fait quasiment aussi un homme sandwich, Johnny Depp. Johnny Depp, on va le voir sur des mugs, on va le voir sur des couettes, on va le voir sur des costumes pour Halloween. Si ça s'était passé 12 ans plus tôt, il aurait fui tout ça. Il aurait eu un déclic et se serait dit « Attends, je signe mon arrêt de mort si je mets un pied là-dedans ». Là, il s'est autorisé à y aller, à condition qu'il gère tout comme il en avait envie. Mais très vite, c'est devenu trop gros pour lui. La franchise Pirates des Caraïbes va rapporter plus de 250 millions de dollars à Johnny Depp, sans oublier 40 millions pour son rôle dans Alice au Pays des Merveilles, des chiffres qui donnent le tournis. Quand vous signez un contrat à 20 millions de dollars à Hollywood, ce n'est pas juste « tu vas gagner 20 millions de dollars pour faire ce film ». Tu vas aussi recevoir 20% des bénéfices que l'on fait. Donc si c'est un gros succès, vous pouvez gagner 40, 50, 60 millions de dollars. Et Pirates des Caraïbes a été un succès phénoménal. Johnny Depp fait désormais partie du club très fermé des acteurs surpayés d'Hollywood. Alors, il ne se refuse plus rien, achète tout ce qu'il désire, et tenez-vous bien, car la liste de ses désirs est longue, onéreuse et parfois même extravagante. À l'époque, Johnny Depp est déjà propriétaire d'un ranch dans le Kentucky, d'un hameau dans le sud de la France, avec son propre restaurant en guise de cuisine, et d'un château dans les hauteurs de Los Angeles. Mais Pirates des Caraïbes lui permet de voir plus grand, plus fou. Il devient propriétaire d'une île aux Bahamas pour près de 4 millions de dollars, sans eau courante ni électricité. Acheter une île, c'est pas pareil qu'acheter une maison ou même un château. Posséder autant de terre implique beaucoup de soucis d'entretien. Je pense qu'aucun manager ne peut conseiller à son client d'acheter une île. Il s'achète 5 appartements en plein cœur de Los Angeles, surface du penthouse, 1000 mètres carrés, 9 chambres, 14 salles de bain, pour 12 millions de dollars. Son jet privé lui coûte 2 millions de dollars par an, et il a déboursé 18 millions pour son yacht. Over on the right-hand side, this nice yacht here with all the fancy woodwork belongs to Johnny Depp, Jack Sparrow. There he is, Johnny Depp. Si vous êtes à Hollywood, vous devez prouver matériellement au monde que vous avez réussi. Il faut avoir un jet privé, un yacht, plusieurs propriétés. Il adorait son yacht. Il dépensait 300 ou 400 000 dollars par an pour l'entretenir. La démesure de l'acteur ne s'arrête pas là. Il va faire construire un canon géant en plein milieu du Colorado.
canon de 80 mètres destiné à disperser les cendres de son ami écrivain Hunter S. Thompson, l'auteur de Las Vegas Parano. After the cremation, we put the ashes in a canister and shoot it out the top of the fist over the valley, and up, gets up about, say, 500 feet up, it explodes, and the ashes drift down all over here. That's it. That's my funeral. Coût de l'opération, Oh wow, that's Hunter's ashes. 5 millions de dollars. Les dépenses folles de Johnny Depp ne s'arrêtent pas là. Il possède 45 voitures de luxe, des œuvres d'art de Basquiat, Warhol achetées au prix fort, et sa propre maison de disques dans laquelle il investit près de 4 millions de dollars. Son mariage avec Amber Heard et leurs 12 invités lui coûtent près de 1,2 million de dollars. Total, 100 millions de dollars d'achats et près de 10 millions de frais annuels. L'acteur ne se refuse absolument rien et vit largement au-dessus de ses moyens. Une fièvre acheteuse qui a un nom en 9 lettres, l'oniomanie. Mais ces achats compulsifs ne sont pas sans conséquences. Au mois d'octobre 2012, une voiture s'engage dans les hauteurs de Los Angeles. À son bord, les frères Mundell, 2 avocats qui gèrent la fortune de l'acteur depuis 1999. Ce jour-là, ils sont particulièrement inquiets de l'état de ses finances qui ne cesse depuis des années de se dégrader. Ils lui rendent alors une petite visite. En 2012, il était clair que malgré tout l'argent que Johnny Depp gagnait, et on parle de centaines de millions de dollars, ses dépenses devenaient incontrôlables. Quand les Mandel sont arrivés chez lui, ils sont passés devant des peintures de Banksy, devant des douzaines de guitares. Ils se sont assis près de lui et ils lui ont dit « Regarde, on t'a apporté un document qui montre que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes. » La réunion a duré 3 heures. 3 heures, pendant lesquelles les frères Mundell tentent désespérément de raisonner leur client et de l'avertir que ses finances sont au plus mal. Ils lui parlent même de faillite. Ils lui disaient qu'il était proche de la faillite, qu'il devait cesser de dépenser de l'argent et vendre des biens. Lui était persuadé que tout allait bien. Si vous pensez avoir des centaines de millions de dollars, pourquoi ne pas acheter un yacht ou un château? Il n'est pas la personne la plus rationnelle du monde. Il boit beaucoup. Et dans ces circonstances, ce n'est pas très simple d'en venir au fait. Ils lui ont clairement dit que quelque chose devait changer, qu'il devait au moins vendre son yacht. À la fin de la réunion, ils ont obtenu son accord. Pourtant, 4 ans plus tard, l'acteur n'a pas tenu ses promesses, bien au contraire. Son empire vacille, ses finances sont au plus mal. Johnny Depp coupe toute communication avec les frères Mundell quelques mois avant son divorce. Nous sommes en mars 2016. Il les soupçonne à présent d'avoir purement et simplement détourné son argent. Depp est engagé dans une bataille judiciaire contre ses anciens gestionnaires de fortune. Il leur réclame aujourd'hui 25 millions de dollars en les accusant de lui avoir volé des millions ces 20 dernières années. Les accusations de Johnny Depp sont graves et les frères Mundell ripostent aussitôt. Ils ne cherchent alors plus qu'une seule chose, ruiner la réputation de l'acteur pour sauver la leur. Les avocats divulguent tous les détails de son train de vie. Les accusations selon lesquelles il aurait dépensé 30 000 dollars par mois en vin seraient absurdes. L'acteur dit que c'est insultant car ce ne sont pas 30 000 dollars en vin, c'était beaucoup plus. Johnny Depp tourne en dérision ce que les frères Mundell donnent à voir au grand public. Pourtant, ces détails passionnent la presse à scandale. 360 000 dollars par an pour son vin, 3 millions pour son staff, 6 millions de dollars pour stocker des objets de collection, ou encore l'achat d'un canapé de la famille Kardashian pour 7 000 dollars. Si vous ne souhaitez pas que ça devienne des ragots, il ne faut pas parler du canapé des Kardashians à 7 000 dollars, des 30 000 dollars de vin, des 3 millions de dollars pour le canon pour lequel Johnny dit que c'est plutôt 5. C'était assez choquant que les Mandel révèlent tous ces chiffres au grand public. Personne n'attendait ça d'eux. Leur rôle était plutôt de régler les choses en privé.
Il dressait le portrait d'un homme incontrôlable, d'une personne ridicule. Cette bataille judiciaire contre les frères Mendel se solde par un accord entre les deux parties, un accord toujours secret aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans cet accord. Il est difficile d'avoir une vision claire là-dessus, car la plupart des problèmes ont fait l'objet d'un accord secret. À Hollywood, toute bataille judiciaire fait fatalement l'objet de ragots. Les commérages seront toujours là, car quand vous êtes aussi célèbre, les gens vont toujours dire du mal de vous, ça leur permet tout simplement de mieux se sentir avec eux-mêmes. L'empire Johnny Depp s'écroule depuis 2016. Forcé de vendre ses biens, l'acteur court après l'argent pour éviter la faillite personnelle. La star semble aujourd'hui de plus en plus isolée, une situation que beaucoup attribuent à sa séparation avec Vanessa Paradis. Lorsque Johnny Depp s'est séparé de Vanessa Paradis, je pense que l'impact a été énorme pour lui et qu'il s'agissait d'un impact personnel. Ça a été la boisson, les drogues, il est devenu inconscient, il s'est transformé en ermite, allant même jusqu'à se retirer du monde. La vie personnelle de Johnny Depp s'effondre et son cinéma s'en ressent. Ses derniers films ne font plus recette et ses récentes déclarations dans la presse n'arrangent rien. Ses critiques répétées vis-à-vis d'Hollywood, son comportement borderline pousse Disney à se séparer de l'acteur. Ils ne veulent plus de lui dans Pirates des Caraïbes. Johnny Depp n'a plus les épaules pour porter le rôle principal d'un film qui coûte 230 millions de dollars. Quand ses problèmes d'argent, de violence conjugale sont sortis au grand jour, on savait déjà que sa réputation allait en prendre un coup. Et puisqu'il n'a rien fait pour redresser la barre, c'était la fin de la franchise. Pour les proches de Johnny Depp, la vie continue. Sa fille, Lily Rose Depp, est devenue une actrice accomplie et l'une des égéries d'une célèbre marque de luxe française. Vanessa Paradis, quant à elle, est de nouveau en couple. Elle file le parfait amour avec l'écrivain Samuel Benchetrit. Leur fils, Jack, continue de vivre sa vie discrètement, loin de l'agitation médiatique. Son ex-compagne, Amber Heard, multiplie les cachets depuis leur divorce. Elle est à l'affiche de superproductions hollywoodiennes. Et si la faillite de Johnny Depp n'était en fait qu'un choix conscient de l'acteur, une manière pour lui de repartir à zéro, de faire table rase du passé? Je ne pense pas qu'il aime l'argent. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il le fasse pour l'argent. Et d'une certaine manière, il a lui-même allumé l'incendie, vous savez. Alors pour vous débarrasser de tout ça, le mieux, c'est de tout faire exploser. Il n'a plus qu'à se réinventer d'une certaine manière. Je dirais même plus, il doit se réincarner en lui-même, à partir des cendres de celui qu'il était alors, au début des années 90. Parce qu'il est toujours ce mec-là. Je pense qu'aujourd'hui, il est fatigué de gérer l'empire Johnny Depp pour revenir à l'essentiel. Johnny Depp, c'est un acteur. Ça n'est rien d'autre. Un formidable interprète, un formidable instrument. C'est un acteur. Ça n'est rien d'autre qu'un acteur. C'est pas lui faire offense. C'est simplement que son génie réside là. Pour moi, Johnny est toujours le garçon que j'ai connu. Il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Il est toujours comme mon petit garçon. Oh, je vais pleurer. Peu importe. De rien. Juste avant que les larmes ne coulent. Johnny Depp, l'enfant rebelle d'Hollywood, parvient encore aujourd'hui à se maintenir en haut de l'affiche. Malgré les faillites personnelles et financières qui ont terni sa réputation, à chacune de ses apparitions, l'aura de l'acteur semble toujours intacte. Mais pour combien de temps encore ?